Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à cette dernière session cycle d'approfondissement sur la méditation, méditation sur le souffle avec comme thème l'apaisement stable et la clarté. La session d'aujourd'hui, on va la consacrer à l'unification autant que possible de ces deux paramètres de la stabilité et de la clarté. Et puis, on va également se laisser inspirer par 6 analogies qu'on retrouve dans un texte ancien du XVIIe siècle, de concentrer l'esprit comme un soleil sans nuage, de concentrer l'esprit comme l'oiseau mythique Garuda qui vole sans battre des ailes, concentrer l'esprit comme les profondeurs de l'océan qui ne se laissent pas perturber par les vaguelettes ou les vagues, concentrer l'esprit comme un oiseau qui vole sans laisser de traces, concentrer l'esprit comme un enfant qui regarde une image compliquée et concentrer l'esprit comme du feutre mouillé, le tissu. Voilà le programme. Mais avant, comme c'est la dernière session, j'ai pensé remettre un petit peu en perspective ce cycle pour comprendre que ce qu'on entrevoit dans ces 4 sessions, c'est une partie des instructions du calme mental, ce n'est pas l'intégralité, donc c'est important de savoir les resituer non seulement dans la pratique du calme mental, mais également dans la pratique spirituelle en général, c'est-à-dire du développement de l'esprit, sans que ça ait nécessairement une connotation religieuse, simplement le développement de nos qualités, de nos émotions. Et j'ai pensé pour ceci prendre une analogie architecturale de la construction des cathédrales. Quand ils construisaient les cathédrales au Moyen-Âge, ils utilisaient un cintre pour créer une voûte, ils utilisaient un cintre. Et ce cintre, c'est une armature de bois sur lequel vont venir s'empiler les différentes parties de la voûte. Et ce cintre, on va l'enlever une fois que la voûte sera terminée. Et c'est un petit peu la même chose dans les instructions qu'on reçoit dans la méditation. Il y a toute une partie conceptuelle qui est nécessaire pour orienter l'esprit dans une certaine direction, dans le calme mental, ou dans toutes les autres disciplines et les autres sujets du bouddhisme ou du développement spirituel de nos qualités, de nos émotions, comprendre nos émotions. Il y a toute une partie conceptuelle qui serait semblable à ce cintre, cette armature en bois, qui, à proprement parler, n'est pas le résultat, mais qui est nécessaire pour conduire au résultat. Et on entend souvent parler dans le bouddhisme des 3 sagesses. Ceux qui étudient la découverte du bouddhisme y sont familiers. La première sagesse, c'est cette sagesse qu'on acquiert en écoutant des instructions, simplement en étant en contact avec des concepts. Et c'est cette sagesse qui s'apparenterait le plus à la construction du cintre. Et quand on construit le cintre, on peut se dire, oui, mais je ne suis pas en train de construire la voûte à ce moment-là. La voûte, elle n'est pas encore en train de prendre forme. Et pourtant, on est obligé de mettre ces pièces de bois les unes sur les autres, de créer, de les couper, de leur donner la forme de la voûte. Et une fois que cette architecture de bois est terminée, alors la voûte, même si elle n'est pas construite, elle commence à se dessiner par le contour de ce cintre. Et c'est exactement ce qui arrive quand on est en contact avec des instructions, on finit par les comprendre profondément, et c'est cette deuxième sagesse, qui est la sagesse née de la réflexion. Cette sagesse née de la réflexion, c'est une fois qu'on a construit le cintre, on commence à construire la voûte. On va plus loin que simplement des mots, simplement des concepts qu'on reçoit, et on commence à construire une voûte. Et ensuite, vous allez voir pourquoi j'en parle dans ce module, dans cette session sur la méditation. Une fois que cette voûte est terminée, que toutes les pièces de pierre ont été ajoutées sur le cintre en bois, on enlève le cintre en bois. Il ne sert plus le cintre en bois. Et c'est un petit peu ce qu'on fait dans la méditation de calme mental. Une fois qu'on a développé l'objet, qu'on a compris exactement l'objet, eh bien, on ne va plus avoir besoin de s'en remettre à des raisonnements, à des dénominations.
au fait de nommer des choses, au fait d'analyser, de recomprendre, d'utiliser des concepts, ce qu'on appelle des concepts grossiers, mais en l'occurrence de repenser. La chose, elle est construite. Et la pratique du calme mental, ça va être de à la fois se concentrer sur la voûte et de doucement démonter le simple. Et je parle de cette analogie parce qu'on entend souvent qu'il faille, dans la méditation, enlever les concepts. Et si c'est vrai que dans la méditation de calme mental, on arrive à calmer cette discursivité où on pense, on réfléchit, on analyse, pour simplement se focaliser sur l'objet, on a besoin de ces concepts pour créer cet objet. On ne peut pas regarder un espace vide en se disant « je veux construire une voûte » en pensant construire une voûte sans cintre. On ne peut pas construire une voûte sans la faire reposer au départ sur des choses, parce que c'est que quand toutes les parties sont assemblées les unes sur les autres, qu'on va pouvoir enlever le cintre. Si on enlève le cintre alors que la partie n'est pas totalement assemblée, tout s'effondre. Donc la partie conceptuelle dans la création de l'objet, dans la création de ce thème sur lequel on va méditer, elle est fondamentale. Elle est fondamentale. Donc ce qu'on fait, nous, dans cette pratique d'établir les bases du calme mental, c'est prendre le souffle qui, lui, est un objet où on n'a pas besoin de créer une grosse armature parce qu'il est là. On n'a pas besoin de le créer vraiment, cet objet. Mais on va, nous, démonter le cintre. C'est-à-dire que quand on respire, on ne va pas respirer en se disant « j'inspire ». On ne va pas mettre des mots. On va rester en contact avec le souffle, avec l'inspire et avec l'expire, mais sans le nommer, sans le décrire, sans s'en souvenir, sans projeter des images mentales dessus. Ça, c'est vraiment un point hyper important, mais une cathédrale n'est pas construite simplement d'une seule voûte. Nous, la voûte du souffle, on va démonter le cintre, c'est-à-dire cette armature de bois. C'est ce qu'on va faire dans la méditation aujourd'hui. On va continuer à démonter ce cintre pour être en contact avec la voûte sans cette armature conceptuelle, on peut dire, sans cette armature de discursivité. Mais également, un point important, c'est toutes les étapes qu'on a vues dans les précédents cycles. Et là, je vais parler de ce qui est un autre objet, une autre voûte dans cet immense édifice de la concentration. Il y a la voûte de l'objet sur lequel on médite, et il y a la voûte également de la pratique même de la concentration. Comprendre qu'est-ce qu'on doit faire, savoir se motiver, savoir retrouver la compréhension de l'importance de la stabilité mentale par opposition à la distraction. Et ça demande de recréer un nouveau cintre, c'est-à-dire faire des méditations qu'on appelle des méditations analytiques, où on va s'asseoir, on ne va pas essayer de concentrer l'esprit, simplement se dire, voilà, quels sont les problèmes liés à la distraction dans ma vie? Et au départ, ça ne nous apparaît pas très probant, ça ne nous apparaît pas très clair à l'esprit. C'est seulement avec de la répétition, et là, quand je parle de répétition, je parle de méditation, parce que la méditation, c'est une répétition. On répète encore et encore jusqu'à temps que cette information, elle vibre totalement en nous. Et pour la méditation, il ne s'agit pas de penser que ce qu'on fait là, c'est totalement isolé de la compréhension de la technique, de la motivation qu'on doit avoir avant même de s'asseoir sur le coussin, qui est hyper important, de créer cet environnement. Je viens d'avoir une question sur le bruit aussi, avant que cette session ne commence, de créer un environnement qui est à même de créer une condition propice au développement du calme mental, mais le plus important, c'est cet environnement mental dans lequel on va avoir non seulement une motivation forte, en se disant « je sais pourquoi je médite ». Je médite parce que ces distractions, elles empêchent une forme de liberté, parce qu'à chaque fois que je suis distrait, ce n'est pas vraiment moi qui choisis. C'est mes habitudes, c'est ces schémas qui, par répétition, sont amenés à être perpétués dans mon expérience, et certains sont bénéfiques, d'autres ne le sont pas. C'est également reconnaître
la qualité de la pleine conscience, c'est-à-dire, voilà, simplement être totalement à ce qu'on fait. Et ça vient avec la pratique, mais ça vient aussi en réfléchissant simplement, en s'asseyant, en se disant, mais voilà, quels sont les bienfaits de faire totalement quelque chose, de ne pas être sans arrêt, d'être toujours en mode multitâche aussi. Et une fois que cette motivation est forte, on a une deuxième voûte dans cet édifice du calme mental qui est la voûte de la pleine conscience. Et on a aussi la voûte de la vigilance qu'on doit développer aussi, parce qu'on doit non seulement être focalisé sur l'objet de méditation, mais on doit avoir une petite partie de l'esprit qui se dit est-ce que je suis en train d'être distrait? Est-ce que je suis en train de sombrer? Est-ce que je suis en train d'être excité? Est-ce que je suis en train d'être relâché? Puisqu'on a vu que les sujets de ce cycle portaient sur l'établissement de la clarté et de la stabilité. Et on a vu que cette clarté, elle est détruite par le relâchement, et cette stabilité apaisée, cette détente profonde, elle est détruite par l'excitation. Donc, il faut réussir à reconnaître ces états pendant qu'on est en train de méditer, sans quoi on n'arrive jamais à mettre l'esprit dans cet équilibre subtil de résonance qui va conduire notre esprit à être totalement concentré en un point. L'esprit totalement concentré, c'est un esprit qui est à la fois extrêmement stable, détendu et clair. Voilà, c'était pour remettre un petit peu ce cycle d'approfondissement sur la méditation dans la perspective un peu plus vaste de la méditation en général, commencer par une méditation analytique, on réfléchit, une fois qu'on est très motivé, on passe à cette méditation sur le souffle, mais il faut avoir envie de s'asseoir et de méditer sur le souffle, il faut avoir envie. Et pour avoir envie, il faut réfléchir, la sagesse qui est née de la réflexion. Et pour réfléchir, il faut avoir des instructions, il faut être en contact avec elles. La sagesse née de l'écoute, de la lecture, lire des textes qui sont en lien avec la concentration. Est-ce que vous m'entendez? Ah d'accord, parce que je vois que j'ai été déconnecté du compte. J'espère qu'il n'y a pas une réunion qui se prépare. On ne va pas être coupé. Alors, on va à présent essayer d'alterner entre méditation de détente et d'apaisement et la méditation de clarté. Hein, les autres fois, les 2 premières sessions, on a fait simplement la détente. La 3e session, on a fait simplement la clarté. Maintenant, on va essayer d'alterner les deux pour faire que notre expérience de la méditation soit un composite de ces 2 aspects-là, en lien avec le souffle. Mais déjà, quelques instants, vous pouvez vous dire pourquoi je médite. Pour faire cette petite micro-méditation analytique en reconnaissant les bienfaits de la méditation. Pourquoi est-ce que je médite sur le souffle? Est-ce que je suis capable, est-ce que je pense être capable de pouvoir gagner en calme mental? Parce que c'est très difficile de méditer quand on pense dès le départ, non mais c'est pas pour moi, en fait je le fais parce que c'est par curiosité. Et là, ça demande peut-être de réfléchir, de savoir que dans notre vie, on n'a pas eu tout le temps le même niveau de concentration, que c'est complètement lié à l'environnement, et que si c'est lié à l'environnement, on peut faire quelque chose. Et si on peut faire quelque chose, on peut se dire, waouh, si je suis observant du souffle et fixé sur le souffle 3 secondes, pourquoi pas 5? Pourquoi pas 10? Si je fais 10, pourquoi pas 1 minute? Il n'y a pas de limite physique au calme mental. OK? Donc, je vous laisse quelques instants. Vous pouvez essayer simplement de réfléchir sur les bienfaits de la pratique de la méditation de placement.
Et n'ayez pas peur d'utiliser des raisonnements, des concepts, des idées, des souvenirs. Utilisez le cintre en bois mental du raisonnement, c'est ce qui va construire cette voûte de la motivation forte qui va pouvoir se transformer en clarté mentale. Pourquoi est-ce qu'on médite? On médite parce qu'à un certain niveau, on sait qu'il y a quelque chose qui coince un petit peu. En l'occurrence, peut-être les distractions, des choses qu'on voudrait changer qui ne sont pas faciles à changer tant qu'on observe dans l'esprit des impulsions qu'on ne contrôle pas du tout, en fait. Et cette micro-méditation devrait la faire suffisamment de fois pour qu'on finisse par se dire: «Waouh, j'ai vraiment envie, pas seulement d'être assis sur un coussin, mais de focaliser mon esprit sans distraction». C'est ce qu'on appelle l'aspiration. L'aspiration, c'est vouloir quelque chose profondément. Et c'est ça qui produit l'effort joyeux, qui produit la souplesse mentale. C'est vraiment une séquence de transformation de différentes émotions jusqu'à se raffiner totalement dans le pouvoir de la clarté mentale. On se sert de cet enthousiasme, sachant bien qu'on peut développer un peu plus de calme mental. Et au moment où on s'assoit, on a déjà beaucoup plus de clarté mentale parce qu'on sait pourquoi on médite. Et beaucoup plus de stabilité parce qu'on sait les problèmes liés à la distraction, par exemple. Une fois qu'un peu de cet édifice de la motivation forte, de l'enthousiasme a été euh, construit, on va pouvoir se porter sur le souffle, et avant de se porter sur le souffle, on va se porter sur le corps.
établir le corps dans son calme naturel, dans sa stabilité naturelle, dans son immobilité naturelle. Prenant cette posture, inspirée par l'enthousiasme, cette posture énergique, dérivée de la compréhension des bienfaits de la méditation. C'est comme une posture un peu guerrière, mais dans laquelle on aurait totalement éliminé toute animosité. Cette posture déterminée et à la fois totalement apaisée. Essayez de trouver un petit peu dans le corps comment ça peut s'exprimer. Il ne faut pas que cet enthousiasme verse dans l'extrême de la tension. Il ne faut pas que cette stabilité verse dans l'extrême du relâchement. Okay, donc essayez de trouver vraiment cet équilibre. Tout est question d'équilibre dans la méditation de placement. D'ailleurs, ce qu'on atteint au final, c'est l'équilibre mental. On appelle ça l'équilibre méditatif. Comme on équilibre sur un fil, sur un pied, dans une position qu'on pourrait conserver des heures. Cet équilibre entre la clarté et la stabilité apaisée. Et cette détente apaisée, elle est heurtée, elle est endommagée par nos diverses tensions musculaires qui n'ont pas de fonction particulière, si ce n'est de conserver à notre esprit une forme de quelque chose d'inachevé, de prêt à bondir, qui trahit un peu cette promesse de détente, de calme, d'immobilité. Donc on va, en séquence, regarder les différentes parties du corps et déceler ces résidus de tension musculaire dans le visage, le cou, les épaules, les bras, les mains, qu'on laisse se reposer sous leur propre poids seulement, le dos, l'abdomen,
Ceux qui sont sensibles à cette partie du corps, le périnée également. Les fessiers. Les cuisses. Les mollets. Les pieds. Et cette immobilité qui permet la paix, la sérénité, le contentement, on va la reconnaître comme une qualité, pas comme une absence de mouvement, comme si on était enfermé de force dans une prison. On la reconnaît comme une qualité, cette immobilité, on s'y installe. Comment on s'installe dans cette immobilité? On est en contact avec les différentes parties du corps, on ressent les sensations tactiles dans les différentes régions du corps et on les apaise. Et on regarde le corps dans son ensemble et on admire cette immobilité. Notre esprit clair, lumineux, réceptif, entre en contact avec la sphère somatique, physique et tactile du corps.
on va pouvoir conduire cette courte méditation à son terme. Conserver la qualité de notre attention, la qualité du calme physique, cette immobilité, la lenteur des mouvements. Si vous devez bouger un peu, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le fil de discussion. On va avoir du temps en fin de session pour y répondre. Donc voilà comment ça va se dérouler. On a vu que pour la clarté mentale, le comptage pouvait être intéressant, parce que le comptage, ça permet de ne pas perdre l'objet. Et en plus d'avoir une forme d'intensité. Donc on va faire des cycles de 10 respirations, dans lesquels on va alterner le focus sur la stabilité, la détente, et sur la clarté. Et on va alterner les deux. Le but, c'est de joindre les deux. Parce que les deux sont un peu antinomiques. Hein. C'est vraiment d'ailleurs la raison pour laquelle la méditation de calme mental, c'est de l'équilibrisme. C'est qu'on doit développer des qualités qui semblent un peu, par expérience, antinomiques. Je l'ai dit tout à l'heure, mais plus on développe la clarté, plus on va mettre une forme d'intensité qui va nuire à la détente et à la stabilité. Plus on développe la stabilité et la détente, plus on va relâcher l'esprit, ce qui va nuire à la clarté mentale. Mais quand on alterne les deux, on va le faire en alternant 10 respirations sur la clarté, 10 respirations sur la stabilité, on va apporter l'esprit un peu plus dans ce point d'équilibre. Mais ce qu'on peut après faire, et on va essayer, c'est de faire l'inspiration avec une forme de clarté mentale, l'expiration sur une forme de détente. Inspiration sur le souffle, j'inspire, je suis conscient d'inspiration avec une forme d'intensité, comme si je pouvais être conscient de chacune des caractéristiques du souffle. Et lorsque j'expire, je suis un peu moins conscient de cette clarté et j'ai une sensation de stabilité, de détente qui s'installe. Et puis après, on va essayer de voir ces 6 analogies qui sont aussi un moyen de rencontrer ces deux aspects de la clarté et de la stabilité. OK? Donc, vous pouvez reprendre. Alors, pour moi, le comptage agit comme une distraction, d'autant que je ne parviens pas à ne pas penser aux chiffres pendant le cycle inspire-expire. Bon, si c'est une distraction, c'est comment dire, mettre en place le comptage, c'est quelque chose qui demande un peu de temps aussi, pour qu'on l'oublie au final. Peut-être que quand on commence simplement à implémenter le comptage, ça peut sembler une distraction. On peut lui donner un petit peu de temps aussi à cette technique du comptage. Si vous pensez que ça vous distrait trop, pas de problème, ne comptez pas. Mais dans ce cas, essayez d'avoir une notion de durée limitée. Donc, si vous souhaitez individuellement ne pas compter pendant ce cycle, ce qui importe, c'est plus la clarté que le comptage. Donc, moi, de toute façon, je vous arrêterai à 10. Donc, vous pouvez simplement être concentré sur le souffle, ne pas compter, et puis moi, j'arrêterai quand j'aurai compté jusqu'à 10. OK? Donc là, qu'est-ce qu'on entend par clarté? On va commencer par la clarté. Essayez de percevoir plus que simplement « je suis en train d'inspirer, je suis en train d'expirer ». Percevez la qualité du souffle. Est-ce qu'il est lent? Est-ce qu'il est court? Est-ce qu'il commence long, il se termine doucement? Est-ce qu'il est heurté? Est-ce qu'il est serré? Est-ce qu'il est vaste? Est-ce qu'il est détendu? Mais sans, pour le connaître, que vous soyez obligé de le nommer. Essayez simplement de le percevoir sans le nommer. Parce que sinon, vous allez passer votre temps à poser des étiquettes et puis vous n'allez plus savoir ce qu'il y a. Il y aura tellement d'étiquettes sur l'objet que vous n'allez plus savoir ce qu'il y a derrière. C'est ce qui arrive quand on est trop... c'est comme si vous êtes dans la cathédrale et vous avez le cintre et vous êtes sous le cintre, vous ne voyez pas du tout la voûte, par exemple. Hein, cette pratique du calme mental, on doit démonter le cintre. Et pour démonter le cintre, il faut désapprendre à
s'engager avec l'objet à travers des mots, des concepts grossiers, et reconnaître l'objet sans la structure conceptuelle. C'est un peu sensible, hein. De toute façon, c'est vraiment quelque chose qui demande de la pratique, mais là, pour le souffle, c'est simplement, quand j'inspire, je n'ai pas obligé de le dire mentalement, je suis en train d'inspirer, je le sais, c'est tout. Pareil pour les caractéristiques. Donc, c'est ce qu'on va faire pendant 10 respirations. On essaie de rentrer en contact avec le souffle, avoir de l'intensité, de la clarté pour percevoir beaucoup de choses du souffle. Dans la détente, encore une fois. Et la deuxième partie, on va méditer simplement sur la détente du souffle. Et on va alterner un cycle puis un autre. OK ? Et dans ces étapes où on passe de la VHS à la HD, on ne passe pas tout de suite à la HD. Il ne faut pas essayer d'attendre à avoir de la haute définition tout de suite, c'est-à-dire percevoir toutes les caractéristiques du souffle, sa durée, son intensité, où est-ce qu'il est sensible, les sensations particulières. Non, on passe doucement de... on ne fait pas un bond de ces vieilles cassettes VHS ou ces films en Super 8 à la Panavision ou de IMAX. Au niveau temporel, il faut un peu de temps, donc il ne faut pas essayer de trop vouloir cette clarté mentale parce que sinon on va serrer l'esprit. D'accord ? C'est pour ça que maintenant on va refaire un cycle, mais simplement essayer d'oublier un peu la HD, simplement sachez que vous êtes en train d'inspirer et d'expirer, ayez une vision minimale, un peu en VHS, du souffle, mais essayez de travailler sur un souffle calme, détendu, okay ? Vraiment sur la stabilité. Reposez-vous comme cet homme d'affaires, on en a parlé le premier jour, hein, vous voyez qu'il est assis sur son siège et il voit tous les contrats et les papiers qui passent devant lui sans s'intéresser à aucun, il ne fait que signer, et les contrats, les secrétaires viennent et font passer les dossiers, et lui, il a juste à signer. Ou quelqu'un qui regarde une rivière et qui voit l'eau couler et qui regarde de manière indifférenciée les bouts de bois qui passent sur l'eau. De la même manière, essayez d'adopter la stabilité de l'observateur. Je n'ai pas besoin de faire un effort pour être en contact avec le souffle. Il est là de toute façon. OK ? On va essayer.
Ok. On va en faire plein de petits cycles, hein. Comme dans une retraite, on fait plein de sessions, là on va faire plein de petits cycles, mais au moins on essaie d'établir une qualité durant ces 10 respirations, plutôt que d'en faire très longues et puis d'être complètement parti ailleurs. Conserver une bonne qualité. On va commencer avec ces 6 analogies, parce qu'il y en a une qui va nous permettre de comprendre un peu mieux cette clarté mentale. Ces 6 analogies ont été présentées par Losang Chökyi Gyaltsen, qui est un grand maître du XVIIe, 4e Panchen Lama, qui a évoqué ces 6 analogies dans le développement du calme mental sur la nature de la conscience, dans ce qu'on appelle la pratique du Mahamudra. Bon, on ne va pas développer ça, mais nous, on va se servir un petit peu de ce que ces analogies peuvent raconter de notre pratique aujourd'hui sur l'équilibre entre la clarté et la stabilité. Le premier, c'est de concentrer l'esprit comme un soleil sans nuage. Pourquoi on dit ça? Parce qu'il ne faut pas donner l'impression, quand on médite, qu'il faille hisser l'esprit à un degré d'intensité qu'il ne possède pas au départ. Toutes ces perturbations mentales, comme la torpeur, comme la distraction, sont vraiment considérées comme des nuages de l'esprit. Ce n'est pas des choses qui le polluent par essence. C'est des choses qui ne font que venir et s'en aller dans le ciel très clair de l'esprit. La conscience elle-même, elle a toujours les mêmes caractéristiques de pouvoir connaître, de pouvoir refléter le monde environnant, et ces qualités claires et connaissantes de la conscience, de toujours pouvoir refléter sans arrêt des choses, de s'engager dans le contenu de nos expériences, cette qualité, elle n'est jamais diminuée. Donc, il ne faut pas essayer de faire un effort de se hisser à produire dans l'esprit quelque chose qui n'y est pas. La clarté mentale n'est pas une qualité extrinsèque de l'esprit. C'est vraiment une qualité intrinsèque de l'esprit. C'est quelque chose qu'on a déjà, mais qui est pollué par les nuages de l'esprit qui sont le relâchement, la discursivité, la torpeur, le sommeil. Donc, essayez de se connecter quand on visualise le souffle avec clarté, en se disant, je n'ai pas besoin de faire un effort de créer quelque chose de toute pièce, mais plutôt de retrouver quelque chose de primordial, de retrouver une qualité intrinsèque de l'esprit, de luminosité, comme ce ciel dans lequel il y aurait un soleil vif et qui ne serait pas ce ciel perturbé de nuages. Ok ? C'est la première analogie. Donc, on va faire un cycle de 10 respirations dans lequel j'inspire conscient du souffle et je suis conscient de cette clarté connaissante, c'est-à-dire cette HD naturelle de l'esprit. Je n'ai pas besoin de faire un bond en avant, de bouger pour la trouver, simplement de revenir à ce que l'esprit est naturellement. C'est-à-dire que j'ai cette... On parle de soleil, mais on peut parler également d'enregistreur HD, parce que la conscience est ce qui enregistre. Et l'image qui est enregistrée, c'est le souffle. Donc, ce soleil va illuminer le souffle. Cet enregistreur va enregistrer le souffle. Mais cet enregistreur, il est totalement HD dès le départ. OK ? Ayez cette impression un peu de... Il n'y a pas besoin de faire grand effort pour avoir cette clarté mentale. OK ? Donc, on va faire un cycle de 10 respirations, focalisé sur cette clarté intrinsèque et connaissante de l'esprit.
on va refaire un cycle sur la clarté mentale. Donc, à cette analogie du ciel dans lequel vous auriez un soleil très clair et une absence de nuages, il ne faut pas essayer de se représenter ça quand on médite. Il faut prendre la substance, il faut prendre le sens, il faut prendre la voûte plutôt que le cintre ici. La voûte, c'est simplement cette impression qu'il n'y a pas besoin de faire grand-chose, c'est de retrouver quelque chose qui est présent dès le départ. Donc, ayez cette impression de clarté mentale sans effort particulier presque. Bien sûr qu'il y a un effort parce qu'on médite, mais ce n'est pas quelque chose à produire quelque chose de toute pièce. C'est plutôt creuser dans le sol et trouver quelque chose qui a toujours été là. Ok, on va refaire un cycle. J'inspire, conscient que j'inspire, avec cette clarté mentale qui me fait connaître le souffle en détail, qui me fait rentrer dans la perception du souffle, qui me fait demeurer en contact avec le souffle. Et j'expire, conscient de l'expiration. Okay. Si vous avez des questions, hein, on peut faire des petites pauses aussi. Alors, il est vrai qu'on fait un effort quand on médite, mais cet effort n'est pas semblable à l'effort qu'on fait quand on va courir, par exemple. C'est un effort qui est beaucoup plus subtil, beaucoup plus minimaliste. C'est l'effort de retrouver quelque chose qui a toujours été là, presque. Donc la concentration n'a pas toujours été là, évidemment. Ce serait bien, on n'aurait pas besoin de méditer. Ce n'est pas cette concentration qui a toujours été là. Mais cette nature de l'esprit a toujours été là, présente, claire et connaissante. Alors, la deuxième analogie, c'est de focaliser l'esprit comme cet oiseau mythique, on appelle ça un garuda. C'est un oiseau mythologique tibétain. Je ne sais pas si c'est dans l'Inde antique aussi, sans doute. C'est un gros oiseau qui est un peu comme un condor, en ce sens qu'il peut voler sans battre des ailes. Et l'analogie qui est prise ici, c'est quand on plane, on n'a pas besoin de battre des ailes. On n'a pas besoin
d'avoir cet effort à il faut que je médite, il faut que j'y arrive, il faut que je fixe mon esprit sur le souffle. Ça, c'est l'équivalent de battre les ailes. Mais il a besoin de, de garder les ailes planes, l'oiseau. Si tout à coup il replie les ailes, il ne vole plus. Et replier les ailes, ce serait l'équivalent du relâchement, c'est-à-dire ne plus rien faire, d'attendre que ça se passe, d'attendre que la méditation se termine, de partir dans les distractions. Donc, ce qu'il faut qu'on trouve, c'est cette notion de savoir planer dans la méditation, sans prendre de substance, hein, ce n'est pas le même planage. C'est planer quand on est à cet équilibre entre battre des ailes, c'est-à-dire se forcer et se relâcher. Donc, on va faire un cycle où vous essayez vraiment de trouver cet équilibre entre forcer l'apparition de l'objet à votre esprit, de forcer à chaque fois que vous sentez que vous êtes distrait. Il faut que je force vers l'objet, il faut que je revienne vers lui, ce qui crée une tension mentale qui empêche le calme mental de s'installer. Il faut avoir une grande patience, une grande bonté, et puis à la fois de ne pas se relâcher trop, c'est-à-dire de ne pas trop accepter non plus de dériver, il faut revenir à l'objet. Il faut conserver la stature et la position des ailes. OK ? Mais avant ça, on va faire un cycle de 10 respirations où on va calmer le souffle. Hein, parce que c'est vraiment le thème d'aujourd'hui, c'est de savoir alterner clarté, stabilité et apaisement. Donc on va faire un cycle de 10 respirations, j'inspire, j'expire, je compte 1, je vais jusqu'à 10. Si vous pensez que c'est une distraction de compter, je vais le faire pour vous, j'arrêterai la méditation. Et simplement essayer de trouver en temps réel ce dont le souffle a besoin, de lui donner ce dont il a besoin, de le nourrir de calme. Le meilleur moyen de le nourrir, ce souffle, c'est de rester avec lui. C'est comme les êtres. Parfois, le meilleur cadeau qu'on puisse leur faire, c'est simplement d'être avec eux. Ben là, le souffle, c'est exactement pareil. Le meilleur moyen de lui donner sa détente, de le calmer, c'est d'être en contact avec lui, de savoir exactement ce dont il a besoin. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Et on va enchaîner avec cette notion d'être un oiseau qui n'a pas besoin de battre les ailes, qui n'a pas besoin d'en faire plus que ce qu'il ne faut pour planer, pour voler dans le ciel, et qui pour autant ne relâche pas cet aplomb des ailes, ne replie pas les ailes le long du corps. Trouver cet équilibre entre les deux, à travers le souffle, entre trop d'intensité et trop de relâchement.
Toutes ces analogies, elles nous servent à percevoir dans l'expérience un petit peu ce qu'on doit faire pendant la méditation. C'est un petit peu la partie un peu plus expérientielle, les indications, les instructions plus expérientielles, par opposition à celles qu'on a vues au précédent cycle sur les visualisations, où c'était un peu plus technique, c'était un peu plus la école de pilotage. Là, c'est plus vraiment un petit peu une forme de ressenti. La troisième analogie, c'est de méditer comme si on était les profondeurs de l'océan qui sont non perturbées, imperturbables de ces vaguelettes et ces vagues à la surface. Donc évidemment, ces vaguelettes et ces vagues, c'est le contenu mental de nos distractions, le contenu conceptuel, nos idées, nos souvenirs, tous ces parasites qui apparaissent, comme les nuages aussi, dans le ciel de l'esprit. Et nous, on va essayer de retrouver cette énorme stabilité des profondeurs de l'océan, complètement imperturbée. Je ne sais pas si c'est un verbe, imperturbé, mais imperturbable de ces vagues et ces vaguelettes qui viennent à la surface. Là, c'est vraiment refaire un cycle sur vraiment la grande stabilité, imperturbable. Pas s'engager dans le contenu de nos expériences, pas nommer nos distractions, pas se dire « Oh, ça y est, je suis encore distrait », pas ajouter au verbiage mental, simplement être comme cet énorme corps d'eau profond, imperturbable, même s'il y a une tempête à la surface, on garde contact avec cette stabilité immense. J'inspire comme si je regardais le souffle des profondeurs de l'océan et j'expire comme si je regardais le souffle des profondeurs de l'océan. Et quoi qu'il vienne dans la sphère mentale, je le prends comme une simple vaguelette, comme une simple expression de l'océan. Et ne prenons pas cette méditation comme des petits morceaux, essayons de l'apercevoir comme une longue méditation qui est simplement ponctuée par des petites instructions pour réaffirmer cette tendance de l'esprit à s'installer sur son objet qui est le souffle. On va faire à présent un cycle simplement sur la clarté mentale, c'est-à-dire essayer de visualiser en HD le souffle, et en conservant vraiment cet équilibre, pas trop en vouloir. J'inspire, je perçois les détails du souffle, sa longueur,
son intensité. Je fais la même chose sur l'expiration pendant 10 respirations. La quatrième analogie, c'est comme un enfant qui regarde un hôtel bouddhiste. Il y a des statues, il y a des représentations, des images, des tankas, des tableaux, des bougies, des offrandes. Il y a énormément de choses, mais un enfant qui ne connaît pas toutes ces choses, il les regarde de manière indifférenciée. Il ne commence pas à rentrer dans « Ah oui, ça c'est un Bouddha, ça c'est un Bouddha, il est rouge ». Non, si l'enfant ne connaît pas du tout ces choses-là, si c'est un enfant qui a 1 an, il regarde comme une sphère de couleurs avec différentes formes, différentes silhouettes, mais il ne s'engage pas. Et de cette même manière, on va essayer de placer l'esprit sans porter attention au contenu de la sphère sensorielle ou de la sphère mentale autre que tout ce qui a trait au souffle. C'est-à-dire qu'on se focalise sur le souffle et tout le reste, on le regarde de manière indifférenciée. On ne le regarde pas d'ailleurs, on ne porte pas l'attention dessus, comme un enfant ne va pas porter attention sur des caractéristiques précises de l'hôtel. OK? Donc là, c'est simplement ne pas porter attention à nos distractions, ne pas les alimenter, ne pas les nommer. C'est vraiment ce travail d'enlever le cintre, d'enlever cette architecture de bois, de couper petit à petit l'alimentation de nos concepts, de nos concepts, de nos conceptualisations, de nos dénominations, et aussi de couper toutes les distractions sur des sphères qui sont en dehors du champ d'opération de notre esprit. C'est-à-dire, si on observe le souffle, on ne va pas être conscient de son pied au même moment. On reste sur tout ce qui a trait au souffle et c'est tout. Pareil pour toutes les distractions mentales. Ok, on va essayer.
Donc ces analogies, il faut les prendre comme un petit, comme si on poussait du doigt un bateau, un petit bateau pour les enfants sur une mare. On le pousse, mais après le doigt, voilà, il s'efface. C'est le bateau qui avance. C'est-à-dire qu'on en parle quelques instants avant la méditation, et pendant la méditation, il faut simplement conserver à l'esprit ce que ça voulait dire, mais pas essayer de réfléchir dessus, parce que sinon, vous allez vous rendre compte que ça ajoute en discursivité. Il faut le prendre comme simplement une inspiration, comme une direction qu'on doit prendre pendant la méditation, mais qu'on doit un peu oublier pendant la méditation. Ce qui nous intéresse pendant la méditation, c'est le souffle et uniquement le souffle. Développer clarté, stabilité sur le souffle. L'avant-dernière analogie, c'est de méditer comme un oiseau qui ne laisse aucune trace. Alors, quand on est comme l'enfant, on n'observe pas les caractéristiques du souffle. Si, on observe les caractéristiques du souffle, c'est la seule chose qu'on observe, comme un enfant observe l'autel, mais il n'observe pas des choses qui sont en dehors ou des choses qui le composent. Mais oui, c'est là où s'arrête l'analogie. Hein. L'analogie, ce n'est pas toujours totalement identique à la chose qui est analogue. Ici, on observe le souffle et on observe également les caractéristiques du souffle, parce que observer le souffle, c'est être observant des caractéristiques du souffle. Nécessairement, les deux ne sont pas trouvables l'une sans l'autre. Mais on n'est pas observant de ce qu'il y a en dehors du souffle. Cette avant-dernière analogie, c'est comme un oiseau qui ne laisse aucune trace. Un oiseau qui passe dans le ciel, ce n'est pas comme la patrouille de France le 14 juillet, par exemple, où il y a les traînées qui partent. Et de la même manière, dans la méditation, très souvent, les choses, elles laissent des traînées. Il y a une pensée qui vient et elle laisse une traînée. C'est-à-dire que cette pensée vient, on commande cette pensée, on pense à la pensée, ensuite on pense à la pensée de la pensée, puis on finit par avoir une chaîne, une boucle dans laquelle on devient prisonnier. Et de la même manière qu'un oiseau vole dans le ciel sans laisser aucune trace, il faut que toutes les sensations et des choses qu'on reçoit, qu'on ressent, des sensations plaisantes, des sensations déplaisantes, des pensées, on les laisse partir sans que ces choses-là ne laissent aucune trace. Comment on fait pour qu'elles ne laissent aucune trace? On ne s'y attache pas. On n'essaie pas de les commenter. On n'essaie pas, si on a une sensation déplaisante, de développer de l'aversion pour cette sensation déplaisante. Si on a de la douleur, on n'essaie pas de se dire « Ah, ça y est encore, c'est long cette méditation ». Si on a une sensation plaisante, on n'essaie pas de se dire « Waouh, il faut que ça reste », parce que ça, c'est l'oiseau qui laisse des traces. Simplement être observant du souffle, j'inspire, conscient de l'inspiration, j'expire, conscient de l'expiration, rien d'autre, aucune trace. Quand l'inspiration est terminée, on l'oublie et on ne fait même pas l'effort de l'oublier. On reste sur le souffle et naturellement, on va être conscient de l'inspiration. OK? On va faire un cycle de 10 respirations.
OK. Et là, je vais juste passer très brièvement sur la dernière. On ne va pas vraiment la pratiquer parce qu'on va passer à la dernière étape. La dernière analogie, c'est comme du feutre mouillé. Vous savez, le feutre qu'on utilise encore d'ailleurs en Mongolie pour faire des yourtes ou des chapeaux, c'est de la laine qui est mouillée jusqu'à temps qu'elle s'agglomère et quand elle est sèche, elle est très raide. Ben, le feutre mouillé, lui, il peut bouger. Et de la même manière, quand on détend l'esprit, quand on focalise l'esprit, les perturbations mentales se relâchent, s'amenuisent, elles se détendent. Donc on doit méditer avec cette impression-là que plus on détend l'esprit, plus on calme et focalise l'esprit, plus toutes ces perturbations, elles s'assouplissent. Mais ce qu'on va faire maintenant, c'est faire l'inspiration sur la clarté, l'expiration sur la stabilité. On va oublier tout ce qui vient d'être dit. Hein, ça, c'est vraiment des choses sur lesquelles vous pouvez revenir, essayer de réfléchir, ne pas l'oublier, parce que c'est des instructions qui sont très importantes, qui peuvent vous servir dans la pratique. Nous, on va oublier ce contenu un petit peu conceptuel, et puis on va revenir simplement au souffle. Simplement au souffle. J'inspire avec une idée lumineuse, comme si j'inspirais un petit peu de la lumière, et quand j'expire, je reste en contact avec le souffle et je le détends. Rien que ça. J'inspire conscient d'inspiration, une respiration comme si je regardais en haute définition. J'expire, je calme, j'ai plus besoin de percevoir en haute définition, je suis simplement conscient du souffle depuis ce point de vue stable de l'esprit, totalement inébranlable. Et on va alterner. J'inspire avec une forme de clarté, j'expire avec une forme de stabilité. Et on va faire un cycle de 10. Et on va le faire plusieurs fois. Et dans cette étape où on inspire, on essaie de vouloir un peu de clarté mentale, on essaie de le faire avec une grande tolérance, une grande patience, sachant que de toute façon, on ne peut pas avoir une HD totale, puisque la HD totale, c'est ce qu'on acquiert quand on accomplit totalement cette pratique, on peut rester pendant des heures totalement absorbé. Nous, c'est ce vers quoi on tend. On apporte un peu plus de clarté par petites touches. C'est ce qu'on essaie de faire sur l'inspiration. Clarté, c'est-à-dire qu'on perçoit, on reste un peu plus en contact. Notre rapport avec le souffle devient un peu plus étroit. Et dans l'expiration, on cesse d'en vouloir vraiment et on stabilise et on calme. C'est-à-dire que le souffle exprime cette détente. Il se calme vraiment par le fait qu'il est observé par notre attention et que notre attention perçoit ce qui est bon pour lui. Cette symbiose entre le souffle et l'esprit va apparaître et on va pouvoir vraiment détendre le souffle. Okay, on va refaire un cycle.
J'inspire cette clarté qui me fait connaître le souffle avec un peu plus d'étroitesse, un peu plus de proximité, et j'expire en calmant l'activité du souffle, en installant le souffle dans son calme naturel. Et je fais un cycle de 10 respirations. Et on peut conduire cette méditation à son terme. Si vous avez des questions, il reste quelques minutes pour y répondre. Ce cycle d'approfondissement sur la méditation s'achève maintenant. Un nouveau cycle commencera sans doute au mois de mai avec un nouvel objet de méditation. Ça ne va plus être des visualisations, ça ne va plus être le souffle, ça va être l'esprit lui-même qui s'observe, commençant par l'observation du contenu mental, l'observation de nos sensations, l'observation de nos émotions. Et j'en ai discuté avec Arnaud, le coordinateur du centre, et on a pensé que voilà, mai serait un bon mois pour faire ce 4e cycle. Comment utilise-t-on ces analogies? Est-ce qu'il faut en choisir une au début ou tout à la fois? Non, on peut commencer par une, réfléchir au sens, faire un petit peu d'analyse, comprendre exactement ce que ça veut dire, et puis après, essayer de la mettre en œuvre à travers la méditation, par ce ressenti, par comprendre exactement. Parce que là, c'est les mots. Quand on est en contact avec ces idées, on est simplement en contact avec des mots, des concepts. Et c'est de comprendre le sens et d'appliquer le sens dans la méditation. Donc, vous pouvez soit en prendre une et y réfléchir pendant un moment, pendant plusieurs jours, et puis passer de l'une à l'autre. Et puis après, le but, c'est que de toute façon, la méditation complète, quand on atteint le calme mental, c'est qu'on a tous ces 6 éléments bien installés dans l'esprit. As-tu des conseils à donner si l'on respire par la bouche? Dans mon cas, j'ai souvent le nez bouché pour stabiliser l'attention, car j'ai l'impression que c'est plus difficile que lorsqu'on respire par le nez. Merci beaucoup. Alors ça, c'est pas du tout un problème, hein. Respirer par la bouche, c'est pas du tout un problème, hein. Tout le monde, la plupart respirent par le nez, mais j'ai entendu des maîtres dire que si vous respirez par la bouche, c'est pas grave non plus, hein. Alors, ce qui peut arriver quand on respire par la bouche, c'est que la bouche sèche si on fait plusieurs minutes. Mais si vous faites des petits cycles, à la fin d'un cycle de 10 respirations ou 15 ou 20 respirations, vous pouvez
faire passer un peu de salive dans votre bouche, mais il n'y a aucun problème. Il ne faut pas le prendre comme un obstacle, pas du tout. Je vois que faire la méditation seul ou en groupe, où est la différence? Y a-t-il des apports différents en dehors du fait d'apprendre comme ici? On commence souvent en groupe jusqu'à temps qu'on connaisse un peu les instructions. Parce que quand on médite en groupe, on se laisse porter par la structure de la méditation, mais après, cette structure-là, il faut la connaître pour soi pour être à même de la répéter. Et les choses qui semblent parfois évidentes quand on les entend dites dans la méditation, le sont peut-être beaucoup moins quand on médite pour soi. C'est pour ça qu'on apprend beaucoup dans le bouddhisme tibétain. Il y a une emphase particulière qui est mise sur l'apprentissage, parce que c'est toutes des instructions de méditation qu'on va pouvoir répéter soi. Comprendre la structure, c'est un petit peu ce que je vous ai dit au départ de cette session, c'est savoir inclure également ce détail sur lequel on travaille dans une voie plus vaste. C'est marrant, je vois. Salut. Inclure cette session dans la voie, dans une voie plus vaste, savoir reconnaître un petit peu les étapes. Donc, si vous êtes à l'aise avec les méditations guidées, continuez. Et puis, si vous souhaitez faire des méditations seules, vous pouvez commencer. Mais si ça ne fonctionne pas, dites-vous peut-être que c'est bien d'apprendre, de suivre des cours, des enseignements pour vraiment savoir reconnaître les étapes. Bonjour Franck, as-tu des conseils à donner si l'on respire par la bouche? Non, ce n'est pas celui-ci. Ok, ben voilà, il est 10h29. Merci à toutes, merci à tous. On se retrouve bientôt pour ceux qui sont au centre méditation guidée. Il y a une méditation, une retraite de calme mental. On va voir avec le confinement si on va pouvoir la faire. C'est encore en suspens, on va attendre dans les semaines prochaines. Il reste quelques places au centre de retraite. Vous pouvez regarder sur le site internet. Il y a également plein d'activités au centre qui continuent, des enseignements, des méditations, et vous êtes invités si vous le souhaitez à y participer. Et puis pour ma part, je conduirai ce cycle au mois de mai. Voilà. Sinon, vous avez si vous n'avez pas assisté au précédent cycle, vous pouvez taper cycle d'approfondissement sur la méditation sur YouTube, et on a mis en ligne ces vidéos. Et avec Arnaud, on va également mettre ce cycle d'approfondissement de la méditation sur la médiathèque du site. Voilà. Merci à toutes. Merci. Merci. François. Merci. À bientôt. Prenez soin de vous. À bientôt. Merci.